Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir servir de quiz d'entraînement pour le contrôle continu qui est maintenant dans une semaine on a le contrôle continu. Et donc là, comme pour la vidéo d'hier, là c'est sur les 4 derniers articles, donc année équipe 2022, corner et collaborateur, voilà, vous avez les noms juste devant. Et on est parti tout de suite pour la vidéo, voilà, testons vos connaissances sur ces articles. Donc comme pour la dernière vidéo, à chaque fois je vais mettre 10 secondes entre le moment où je dis la question et le moment où je vous dis la réponse. Vous pouvez faire pause comme vous voulez si vous avez besoin de plus de temps pour répondre. Hop. Et donc on commence tout de suite avec l'article de Anne et Kim en 2022. Donc la première question est la suivante. Comment se définit la Better Than Average Effect d'après Brown en 2012? Et aussi, à quoi sert cet effet? Donc voilà, je mets 10 secondes là. Hop, voilà. Alors Brown le définit comme un effet donnant aux individus l'impression qu'ils sont plus vertueux et moraux qu'autrui. Le BTAE, donc Better Than Average Effect, sert à maintenir une bonne estime de soi ainsi que de mécanismes de défense en cas d'inconsistance de nos comportements moraux. Autrement dit, lorsqu'on fait un comportement immoral, on fait une attribution situationnelle. C'est pas moi qui suis immoral, c'est juste la situation qui m'a forcé à être immoral. Voilà. Donc deuxième question. Comment Bossian et Wojcicki en 2014 ont montré que l'homme est limité dans ses jugements moraux lorsqu'il s'agit de comparer soi à autrui. Donc là, c'est des auteurs cités dans le cadre théorique de l'article. Alors, ils l'ont montré en mesurant l'attribution causale des individus à la triche d'un examen. Autrement dit, des sujets devaient expliquer la raison pour laquelle ils trichent lors d'un examen. Enfin, ils ne trichent pas réellement, mais ils se mettent dans la situation. Et donc une asymétrie causale est responsable de cette limite de nos jugements moraux. Pardon. Autrement dit, on met une attribution situationnelle si c'est le soi qui triche, donc si je triche, mais par contre, l'attribution sera dispositionnelle si c'est l'autre qui triche. Question numéro 3. Que viennent montrer les deux premières études de nos chercheurs? Alors ces deux études montrent que le BTAE s'applique aussi dans les jugements moraux. On se voit plus faire une action morale et autrui faire une action immorale. Hop. Question 4. Globalement, quels sont les résultats à retenir pour leur troisième étude? Donc là, effectivement, vu les questions que je pose, ça vous demande de bien distinguer les différentes études entre elles. Je trouve ça plutôt intéressant pour tester vos compétences. Alors du coup, toujours en comparant soi à autrui, une action immorale sera moins attribuée à la disposition, donc interne, on fait un peu... Parfois ça le problème c'est qu'il y a un peu trop de... Je l'utilise un peu comme synonyme. Et une action morale sera moins attribuée à la situation externe. Donc là en fait j'ai remis un schéma que j'ai fait dans ma vidéo spécialement pour Anne Kim. Et donc il vient en fait résumer en fait la réponse, tout simplement. Alors du coup, question 5. Quelles limites les auteurs ont-ils soulignées sur leurs études? Alors oui, c'est rare, c'est pour ça que j'ai mis dans la question. Les auteurs, dans nos articles, justifient rarement, enfin, disent rarement leurs limites. Alors, ils soulignent l'absence d'actes extrêmement moraux et immoraux, donc par exemple meurtre, viol, dans leurs vignettes. Donc extrêmement moraux, ça pourrait être par exemple sauver la vie d'un enfant, je sais pas, qui était tombé dans les rails ou quelque chose comme ça. Et ils posent aussi une limite au terme other qui a été utilisé dans leur vignette, où en fait l'attribution pourrait être différente si other désigne un proche, que ce soit la famille ou un ami, plutôt qu'un inconnu. Donc là, c'est vrai que ça reste à étudier parce que le other, voilà, ça peut être juste. Les attributions peuvent être différentes selon que ce soit un autre proche ou éloigné. Et on passe maintenant à Corner et collaborateur, un article fait en 2020. Et donc commençons tout de suite par la première question. D'après la Contextual Level Theory,
Quelle dimension causale est modifiée en fonction de la distance psychologique? J'espère que mes questions sont claires. J'en ai fait des plus compliquées que celle-là. Alors du coup, la stabilité est la seule dimension causale modifiée par la distance psychologique d'après la CLT, Contextual Level Theory. Passons à la deuxième question. D'après les auteurs, une attribution dispositionnelle est-elle synonyme d'une attribution interne? Alors d'après les auteurs, l'internalité appartient à une dimension causale, alors que la disposition est une attribution causale. L'attribution causale est déterminée selon les différentes dimensions causales. Donc en fait, d'après Weiner, le locus, la stabilité et la contrôlabilité. Autrement dit, l'interne-externe, donc le locus, n'est qu'une dimension causale, jouant en fait sur l'attribution causale finale, étant disposition, situation. Et donc la même réponse, enfin un peu dit avec d'autres mots, pour l'attribution externe et situationnelle. Donc l'attribution externe, c'est une dimension causale toujours appartenant au locus, alors que alors que la situation est bien une attribution causale. Alors question 3, quelles sont les 4 dimensions causales mesurées par le Revised Causal Attribution Scale, abrégé RCAS, créé par Macaulay en 1992? Sauf que c'était Macaulay et collaborateurs. Donc là, ça vous demande carrément de connaître les outils utilisés. Alors, cette petite échelle mesure 4 dimensions causales, et ce sont les suivantes: le locus, donc de interne-externe, la stabilité, instable-stable, la contrôlabilité interne et la contrôlabilité externe. Passons à la quatrième question. Quels sont les résultats obtenus lorsque le chercheur manipule la distance temporelle, dans l'étude 1, et lorsque le chercheur manipule la distance sociale, dans l'étude 2? Hop, voilà. Alors, une forte distance temporelle entraîne une explication plus stable. Donc là, la stabilité, c'est encore une fois une dimension temporelle. Une dimension causale, pardon. Je dis des bêtises, c'est une dimension causale. Et une forte distance sociale entraîne une explication plus stable et interne. Alors là, ils ont justifié cette explication plus interne par en fait l'effet acteur-observateur. Donc en fait, quand on observe euh, quelqu'un d'autre faire une action, parce que là, dans la vignette, ils utilisaient la troisième personne, donc le il. Donc en fait, on observait la personne faire une action, et l'effet acteur-observateur, c'est quand on observe quelqu'un faire une action, l'attribution est plus interne et interdispositionnelle, alors que quand c'est nous qui faisons l'action, elle est plus externe, situationnelle. Hop, cinquième question. Comment les auteurs expliquent-ils le dispositional shift? Est-elle différente de l'explication de Prodin et Ross en 2006? N'hésitez surtout pas à dire dans les commentaires ou n'importe par Messenger ou n'importe si vous trouvez les questions un peu trop dures ou trop faciles. Alors les auteurs expliquent le passage d'une attribution à l'autre, donc de dispositionnel à situationnel, donc ça c'est le dispositional shift, par la modification de la dimension causale de la stabilité. Donc autrement dit, il suffit d'une dimension causale qui bouge, stabilité, pour passer de dispositionnel à situationnel. Proudhon et Roos en 2006 expliquaient que le locus était la dimension causale qui permettait un changement d'attribution. Donc autrement dit, il y a un désaccord sur la dimension causale responsable du changement d'attribution. Donc là on passe maintenant au troisième article, Kim et collaborateurs en 2004. Et donc, première question, quelle est la différence entre la notion de trusting beliefs et de trusting intentions? Oui, je sais, vous l'avez remarqué, je travaille mon accent anglais. Alors, la première notion c'est trusting belief, réfère à notre perception de la personne. Donc en fait, c'est notre jugement moral sur son intégrité, sur sa compétence, pour savoir si elle est digne de confiance. La seconde notion, donc trusting intentions, réfère à nos intentions de mise en vulnérabilité. Donc oui, je rappelle, une situation de confiance, c'est quand
on accepte de se mettre en situation de vulnérabilité en pensant que la personne va faire des actions pour notre bien, autrement dit. Par exemple, il y avait dans l'étude l'exemple de l'embauche, donner des responsabilités, donc qui était mesuré dans l'exemple de on se mettait dans la peau d'un manager. Et pour savoir si la personne est réellement digne de confiance ou quoi. Au fait, là, le trusting attention, c'est vraiment pour tester si la personne est digne de confiance, alors que le trusting belief, c'est nos croyances en ce que la personne est digne ou pas de confiance. Donc, deuxième question, quelles sont les deux façons possibles de répondre à un soupçon sur une potentielle violation des attentes? Hop, 10 secondes sont passées. Alors, on peut y répondre par l'excuse ou le déni. L'excuse vient montrer au poseur du soupçon des regrets et une culpabilité forte, et le déni, au contraire, vient montrer une absence de regrets et de culpabilité. Donc, il y avait un autre nom, mais j'ai oublié, pour dire... Non, je l'ai plus. Il y avait un autre nom, mais c'est dans ma vidéo, en tout cas, exprès sur l'article de Kim et collaborateur en 2004. Alors, troisième question, quels sont les deux types de violations des attentes possibles? Percevons-nous leur gravité de manière égale? Alors, nous pouvons violer une attente d'intégrité ou de compétence. Donc, c'est deux types, manque d'intégrité et manque de compétence. Un manque de compétence est perçu comme moins important qu'un manque d'intégrité, autrement dit plus facilement compensable. Donc là, ça revient avec le nouveau collaborateur 2021, où il parlait vraiment aussi de cette notion d'intégrité compétence. Et donc là, j'ai remis un schéma, encore une fois que j'ai fait exprès pour l'article, qui vient montrer en fait que le négatif, enfin, un manque d'intégrité a un poids beaucoup plus lourd qu'un manque de compétence. Quatrième question, globalement, quels sont les résultats à retenir de leur première étude? C'est vrai que je pense qu'il faut vraiment maîtriser pour réussir à bien répondre à toutes les questions. Donc je pense que la difficulté doit être plutôt bonne. Alors, la confiance est plus importante lorsque la personne... est-ce que je suis pas à côté de la plaque? Non, non. Alors, la confiance est plus importante lorsque la personne s'excuse après une transgression de compétence, dénie après une transgression d'intégrité. Alors attention, là, j'ai dit transgression, mais en fait, on parle ici d'un soupçon de transgression, et non pas d'une transgression qui a réellement eu lieu. C'est juste un soupçon, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et malgré tout, voilà, comme il y avait même une étude pilote, comme quoi il disait, il suffit même que ce soit une attente, enfin un soupçon pour diminuer la confiance. Cinquième question, qu'est-ce qui différencie la seconde étude de la première? Globalement, quels sont les résultats à retenir de cette seconde étude? Alors, cette seconde étude met en avant... Pardon. Attendez, je vais faire juste pause 2 secondes parce que j'ai la gorge qui gratte. Hop, excusez-moi, me revoilà. Hop. Donc on était à Kimio, question 5. Voilà. Alors oui, du coup, cette seconde étude met en avant si le soupçon a réellement eu lieu ou non. Donc en fait, il y a la part de vérité du soupçon. Et la confiance est plus importante lorsqu'on dénie une fausse rumeur ou si on s'excuse pour un fait réel qui s'est réellement produit. Et donc là, il va y avoir une petite question bonus. Et si vous voulez vraiment compter vos points, en fait, les questions bonus, je vais les mettre sur 2. Voilà. Donc si vous avez envie de compter vos points, voir si vous maîtrisez hyper bien chaque article, en plus, vous pouvez faire des scores pour chaque article. Comme ça, vous voyez vos points faibles. Question bonus, du coup, donc si vous voulez faire aller sur 2, à quoi ressemble le modèle créé par nos auteurs? Et donc là, oui, oui, vous pouvez le schématiser si vous le désirez. Après, vous pouvez juste vous faire une représentation mentale. Alors du coup, il ressemble à ça. Il s'intitule le Trust Repair Model. Voilà. Donc là, il était présent tout simplement dans l'article, ce petit modèle. C'est pas moi qui l'ai créé. Sinon, ça serait beaucoup plus moche que ça.
Et donc là, on passe au dernier article, celui de Kim, collaborateur en 2022. Et on commence tout de suite par la première question. Quelles sont les différences principales entre le paradigme d'addition et le paradigme de recadrage? Donc là, en fait, c'est pour tester vos bases, voir si vous allez comprendre la suite la suite de l'article, tout simplement. Alors, le paradigme d'addition donne des informations complémentaires sans lien avec les premières. La balance positive ou négative est claire. Le paradigme de recadrage donne des informations complémentaires en lien avec les premières. Elle provoque une recontextualisation et une réinterprétation. Et donc on passe tout de suite à la question 2. Comment définissez-vous le biais négatif et le biais positif? Dans quel paradigme sont-ils présents? Alors donc là la réponse va être un peu grosse. Ouais, ça, voilà. Et du coup, j'ai même mis des couleurs pour ceux qui ont une mémoire un peu visuelle. Alors le biais négatif consiste à une mise à jour du jugement moral faible lorsqu'on passe d'informations immorales à morales, mais forte lorsqu'on passe d'informations morales à immorales. Il est présent dans le paradigme d'addition. Le biais positif consiste à une mise à jour du jugement moral forte lorsqu'on passe d'informations immorales à morales, mais faible lorsqu'on passe d'informations morales à immorales. Il est présent dans le paradigme de recadrage. Ces deux biais-là sont très importants à comprendre pour la suite de l'article. Question 3. Quels sont les résultats à retenir de l'étude 1 de nos chercheurs? C'est vrai qu'il y a des questions qui sont presque les mêmes, mais bon, il faut bien tester si vous comprenez les résultats. Alors, cette étude ne sert finalement qu'à reprouver l'existence du biais positif. C'est globalement ce que j'en ai tiré. Si vous voulez en tirer autre chose, allez-y. Question 4. Est-ce que l'attribution situationnelle des comportements dans le paradigme de recadrage vient médiatiser le lien entre le recadrage et la mise à jour du jugement moral? Si oui, là c'est un peu comme les exercices de maths, si tu tombes sur non, t'es un peu dans la merde. Si oui, sa part de médiation est-elle élevée? Alors, l'attribution situationnelle donnée au comportement, donc en fait c'est, vous savez, comportement, le recadrage, où finalement c'était avec l'exemple du voisin qui rentre chez ses voisins, enfin de la personne qui rentre chez ses voisins prendre une chose précieuse et deuxième partie on dit qu'il y avait le feu et que cette chose précieuse était un enfant. Donc là en fait l'attribution situationnelle, donc là il y avait le feu en fait, donnée au comportement explique une part de l'intensité de la mise à jour du jugement moral. C'est donc une variable médiatrice entre le recadrage et la mise à jour. Alors cette variable médiatrice n'explique cependant qu'environ 5% de l'intensité de la mise à jour. Il me semble que c'était 4,80 quelque chose, 4,80 on va dire. Du coup, une part très faible du coup. Question 5. Quelles attributions médiatisent, dans l'étude 3, le lien entre le recadrage et la mise à jour du jugement moral, quel que soit le paradigme utilisé? Paradigme d'addition, paradigme de recadrage, ce sont les deux seuls paradigmes. Enfin, c'est déjà bien deux paradigmes dans une même étude. Alors, les attributions situationnelles et externes viennent en médiation entre le recadrage et la mise à jour, quel que soit le paradigme utilisé. Et là, j'ai repris une image que j'avais faite exprès pour la vidéo, spécialement pour Kim et Coavator 2022, ma célèbre vidéo de 48 minutes et voilà, ma vidéo la plus longue jamais faite, je crois. Et donc, pour cet article de 48 minutes, il fallait bien faire aussi une question bonus. Voilà. Encore une fois, sur deux, si vous voulez vous amuser à compter vos points. Selon vous, le paradigme de recadrage peut-il être opérationnalisé complètement différemment selon les auteurs? Autrement dit, ils utilisent le même paradigme, mais quand ils opérationnalisent, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. La réponse est oui, parce que les auteurs
dans la discussion, distinguent deux types de recadrage différents. Alors il y a un premier type qui vient changer complètement l'explication d'un comportement. Donc Mann et Ferguson en 2015, donc c'était là avec l'exemple euh, du mec qui va chez ses voisins brutalement pour prendre la chose précieuse et finalement, ah, on apprend qu'il y avait le feu, c'était pour sauver un enfant. Donc là, un changement complet de l'explication, c'est pas pour voler, c'est pour sauver. Et un second type qui vient donner différentes explications moralement opposées, et donc là c'était l'exemple, donc dans les études de cet article, l'exemple donné dans l'article de Grégory, il me semble, qui... l'histoire de la pêche, quoi. Et du coup, voilà, c'est fini pour cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à dire votre score, voilà, du coup, sur dans les commentaires, sur Messenger, n'importe... Enfin, limite, n'hésitez pas, parce que moi, vraiment, ça m'intéresse de savoir si, en fait, euh, si mes quiz sont trop durs ou trop simples. En fait, ça m'intéresse vraiment, parce que je l'ai fait un certain temps, et j'aimerais bien savoir si, voilà, si je me suis pas trop précipité, et si mes questions sont pas un peu trop simples ou trop dures. Et en tout cas, du coup, ça va être la fin de cette playlist. Voilà, j'ai fait 8 vidéos, un par article, 2 quiz. Voilà, je pense que maintenant, je, je me suis suffisamment préparé pour le contrôle continu. Et je pense qu'il y a suffisamment de vidéos pour que je puisse aussi vous aider au maximum pour ce contrôle continu. Et du coup, bah, par rapport à celui-ci, bah, je vous souhaite bon courage en tout cas. Parce que c'est vrai que maintenant, il est dans une semaine. Et puis, voilà, vraiment, j'espère que nous allons tous y arriver et que nous allons finir avec un 15 de moyenne dans toute la pro. Oui, je sais, je rêve, mais bon, on a le droit. Bon alors sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, de bonnes révisions, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.